Dans le module 5, nous avons vu comment fonctionne une comptabilité mécaniquement. Et dans le module 6, nous avons exploré comment cela se passe dans des logiciels comptables, en l'occurrence deux logiciels, Ciel et EBP. Nous allons voir maintenant comment on peut s'y prendre pour organiser la comptabilité d'une entreprise et son environnement. Dans ce module, nous n'aborderons pas encore les contrôles comptables ni l'arrêté des comptes annuels qui feront l'objet d'un module séparé. Qu'y a-t-il de commun entre la comptabilité et un corps humain? Alors, ce n'est pas une devinette carambar, c'est sérieux. Un corps humain, ça a presque toujours une tête, deux bras, deux jambes, un cœur, deux poumons, un foie, un rein, etc., etc. Et tous ces corps ont presque la même façon de se mouvoir. Et pourtant, nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre et nous sommes tous différents. Il y a des ressemblances possibles, des sosies. Le seul moyen de faire de l'identique, c'est le clonage. Pour les humains, c'est interdit. Pour la comptabilité, on verra que c'est possible. Ce même phénomène, on le rencontre pour la comptabilité. Dans une comptabilité, on trouve toujours des journaux, un grand livre, une balance. Et les principes de fonctionnement des comptes sont universels. C'est le tronc commun, on va dire. Mais pour tout le reste, c'est-à-dire le plan des comptes, les schémas d'écriture, la périodicité d'enregistrement, eh bien, on doit les adapter aux besoins des entreprises. C'est du sur-mesure. Autant d'organisations comptables possibles que d'entreprises. On doit adapter l'outil aux besoins de l'entreprise. Le prêt-à-porter en comptabilité, ça ne donne pas de très bons résultats parce que ce ne sera jamais totalement adapté à une entreprise donnée. Bien sûr, dans une entreprise de tenue de comptabilité, la rentabilité peut au contraire passer par l'industrialisation, c'est-à-dire la standardisation. Souvent, on essaie même de récupérer informatiquement les opérations comptabilisées par la banque pour ne pas avoir à les saisir dans la comptabilité de l'entreprise. Si bien qu'on prend évidemment le risque de reproduire les erreurs de la banque dans la comptabilité de l'entreprise. Heureusement, les erreurs de la banque ne sont pas fréquentes. La standardisation peut optimiser le coût, mais dans ce cas, il ne faut pas s'attendre à ce que la comptabilité satisfasse autre chose que l'obligation légale et fiscale. Si on n'a pas d'autres besoins, c'est bon. Dans le cas inverse, c'est dommage. J'ai souvent rencontré un mauvais travers dans les petites entreprises qui veulent éviter de recourir à un professionnel. Une entreprise qui se crée, qui n'a pas beaucoup de moyens, eh bien on copie sur son voisin, sans comprendre, et surtout sans connaître tout le détail de l'activité du voisin. Si c'est pour prendre les bonnes idées du voisin, c'est bon, c'est bien, mais encore faut-il savoir si ce que fait le voisin sera bon pour vous. C'est peut-être bon pour lui, mais est-ce bon pour vous? Ce qui est mauvais, ce n'est pas de copier, c'est de le faire sans comprendre. Il y a deux façons de concevoir l'organisation comptable. La première conception, on standardise pour donner la priorité à la minimisation du temps à consacrer à la comptabilité et du coût de la comptabilité. C'est la minimisation des coûts. Dans ce cas, on ne tient pas compte ou peu compte des besoins particuliers de l'entreprise en matière d'information permanente et même de sécurité. On ne vise que les informations obligatoires qui permettent de satisfaire aux obligations fiscales. Comme indiqué précédemment, c'est ce qu'on essaie de faire dans les entreprises de tenue de comptabilité, les cabinets comptables pour baisser les coûts. C'est souvent ce qu'on appelle une comptabilité fiscale, dont le seul but est de satisfaire à la loi en la matière. C'est presque toujours une comptabilité tenue en différé, notamment parce qu'il est plus économique en temps de grouper l'enregistrement des opérations.
c'est intuitivement compréhensible, je pense, le morcellement d'une tâche augmente de façon importante le temps total à consacrer à cette tâche. Si vous voulez faire du repassage à la maison, si vous sortez la planche à repasser et le fer à repasser uniquement pour une chemise, ça vous prendra pas mal de temps de mise en place. Ça vous prendra globalement plus de temps que de le faire une fois par semaine, une fois tous les quinzaines pour l'ensemble du linge. La conséquence, c'est moins d'informations ou des informations fournies lorsqu'on n'en a plus besoin ou moins besoin. Par exemple, les soldes en banque. Il nous faut les connaître à chaque fois qu'on a des règlements à faire pour vérifier que le solde en banque est suffisant pour faire face aux dépenses. Le relevé de la banque ne tient pas compte de ce qui se trouve dans les tuyaux, c'est-à-dire ce qui est sur le point d'être prélevé ou au contraire crédité. Les retards de règlement des clients. Si on attend la fin de l'année pour réclamer leur règlement aux clients, on risque de cumuler les impayés. Donc c'est quelque chose qui est à suivre toute l'année. Les produits et les charges. Il faut attendre la fin de l'année pour savoir exactement ce que l'on gagne. Il est vrai que certains chefs d'entreprise ont peur de le savoir. La conséquence de cette conséquence, ce sont les doublons. Les doublons sont les tâches effectuées 2 fois, quand ce n'est pas 3 fois, on devrait dire des triplons dans ce cas. Pour quelle raison? Comme la comptabilité n'est pas à jour en temps réel, et qu'on ne peut pas se passer de certaines informations indispensables, eh bien, dans l'entreprise, on crée d'autres systèmes plus ou moins fiables pour accéder aux mêmes informations. Par exemple, pour connaître son solde de trésorerie, pour savoir si on peut faire face aux dépenses, pour connaître l'état des factures à réclamer au client, pour avoir une idée de son résultat. Parfois, il y a tant de doublons que l'objectif de minimisation des coûts semble vraiment loin d'être atteint. La conséquence de cette conséquence, c'est qu'on obtient des informations en dehors de la comptabilité qui sont moins fiables que celles qu'on obtiendrait par la comptabilité. Et ceci parce qu'on ne bénéficie pas des contrôles que permet la structure de la comptabilité. Deuxième conception, priorité à l'information. On donne la priorité à l'entreprise et l'organisation comptable va tenir compte des besoins de l'entreprise. On y consacre davantage de temps, donc davantage d'argent. Même si on n'embauche pas du personnel pour le faire, le temps c'est de l'argent, donc on peut dire que ça coûte plus d'efforts ou plus d'argent. C'est parfois le chef d'entreprise lui-même qui s'y colle le soir en rentrant du travail, si on peut dire. C'est le plus souvent une comptabilité tenue en interne, on l'a sous la main, et elle est tenue presque en temps réel pour obtenir des informations à jour. Le temps réel coûte toujours plus que le temps différé. Si vous faites 3 factures par jour et que vous les comptabilisez à chaque émission, vous passerez nettement plus de temps que si vous comptabilisez les 60 factures mensuelles en fin de mois. Mais en le faisant jour par jour, ainsi que les règlements, vous suivrez les retards de paiement de vos clients, par exemple. Comme ces besoins ne sont pas identiques d'une entreprise à l'autre, on aura presque autant d'organisations comptables que d'entreprises. Concernant les doublons, il faut reconnaître que dans les grandes entreprises et même dans les grosses PME, on peut malgré tout trouver des doublons, c'est-à-dire des informations produites par plusieurs systèmes. C'est une mauvaise organisation, une mauvaise intégration des besoins qui ne tient pas compte des besoins de tout le monde. Si bien que certains personnels qui n'ont pas accès à des informations comptables organisent leur petit système perso et donc perdent du temps à répéter des tâches qui sont déjà accomplies dans un autre service. Nous avons déjà vu, mais nous allons le revoir rapidement, comment toute comptabilité est structurée, quelle que soit l'entreprise. Des pièces comptables, des journaux, des comptes, ce qu'on appelle le grand livre, et une balance des comptes, c'est-à-dire le résumé du grand livre.
le tout pour aboutir aux comptes annuels, bilan et compte de résultats principalement, mais pas seulement. Nous avons également dit que cela devait servir d'outil de gestion tout au long de l'année. En examinant le fonctionnement des logiciels comptables dans le précédent module, les modules 6, nous avons observé que les tâches de classement et de synthèse qui aboutissent au grand livre et à la balance sont des tâches automatisées par les logiciels. Ce sont des tâches très basiques puisque le grand livre n'est pas autre chose que la retranscription de toutes les lignes des journaux, mais dans l'ordre des numéros de compte et non pas dans l'ordre chronologique. On passe de l'ordre chronologique dans les journaux à l'ordre par numéro de compte dans le grand livre. Il y a autant de lignes dans un grand livre que dans les journaux. En termes informatiques, on dira qu'on a autant d'enregistrements. En fait, il n'y a qu'un seul enregistrement à chaque fois, enfin autant d'enregistrements. Les enregistrements que l'on retrouve dans le grand livre sont en fait ceux que l'on insère, que l'on intègre dans les journaux. Et lorsqu'on additionne les débits ou crédits du grand livre, des comptes, on doit obtenir le même nombre que par l'addition des débits et des crédits des journaux. C'est normal, ce sont les mêmes informations. C'est d'ailleurs un contrôle qu'on effectue toujours. Certains s'en sont étonnés au moment où les premiers logiciels comptables ont été commercialisés, mais un logiciel peut produire des anomalies et surtout l'utilisateur, lorsqu'il édite des journaux ou un grand livre, peut se tromper dans les sélections, les filtres, si vous préférez ce mot, et on peut ne faire qu'une édition incomplète. La seule façon de voir que cette édition est bien complète, c'est de comparer les totaux, c'est-à-dire la dernière ligne du document. En revanche, la collecte des pièces comptables, leur classement et l'enregistrement des opérations dans les journaux sont souvent encore une tâche exercée par des humains, surtout dans les petites entreprises. Les principaux domaines automatisés, même d'ailleurs dans les petites entreprises, sont l'enregistrement des factures clients, les recettes d'une boutique et la paye. L'entreprise a la maîtrise de ces factures clients et de leur présentation. Avant d'être sur papier, elles se trouvent dans des fichiers structurés, donc elles peuvent passer dans un fichier comptable sans grosse difficulté. Pour l'enregistrement des factures d'achat, par contre, il y a tant de diversité de présentation de factures et de contenu des factures que l'intervention humaine est encore actuellement inévitable. Je dis encore parce qu'on peut très bien imaginer, et on l'espère depuis des dizaines d'années, on peut très bien imaginer dans un futur proche une structure standard de factures, donc une nouvelle norme en la matière qui permette de les recevoir toutes en fichiers interprétables par un logiciel. On critique beaucoup les normes, mais dans ce domaine-là, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une norme un peu stricte. Ceci dit, à part le contrôle mathématique automatique, les logiciels comptables ne mettent pas à l'abri des erreurs. Je serais presque tenté de dire que la comptabilité est une machine à produire des erreurs. Les seules erreurs qu'on ne rencontre plus, normalement, ce sont les écarts entre débit et crédit et les écarts entre journaux et grands livres. Aujourd'hui, nous n'aborderons pas la question des erreurs, c'est-à-dire leur détection et leur correction, mais nous traiterons forcément de la façon d'éviter le plus possible ces erreurs et les omissions par l'organisation de la comptabilité. Il faut savoir d'ailleurs qu'à partir d'un certain quantum, un certain nombre, une certaine proportion d'erreurs, la comptabilité devient très difficile à gérer parce que la correction d'une erreur, c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a une recherche, une enquête, et ça prend du temps. Mais comme on ne les évitera pas totalement, il faudra procéder à un certain nombre de vérifications et peut-être de corrections. Cela fera l'objet du module suivant. Sur le sujet de l'organisation d'une comptabilité, nous avons terminé le 5e module
sur le plan de travail suivant que nous avons proposé en 5 étapes, du plus général au plus particulier. La première étape, la première question à se poser, qu'est-ce que fait l'entreprise? Définir les opérations de l'entreprise. Comment se matérialisent ces opérations? Par quelles pièces comptables? De quelles informations le chef d'entreprise a-t-il besoin pour gérer son entreprise et à quelle périodicité? La deuxième étape, que va-t-on faire des pièces comptables? Lorsqu'on les reçoit, avant de les utiliser pour les comptabiliser, les mettre en paiement, c'est-à-dire le classement intermédiaire. Comment les classe-t-on après la comptabilisation? Et en fin d'année, comment les archiver? Autrement dit, comment se débarrasser du grand volume de pièces de l'exercice précédent, tout en les gardant disponibles pour un contrôle. Troisième étape, on détaille toutes les tâches administratives et leur périodicité. Quand faut-il procéder à telle ou telle tâche? Qu'est-ce qui doit être fait immédiatement? Qu'est-ce qui peut attendre et combien de temps? Alors, certaines tâches peuvent être faites une fois par mois, mais c'est non seulement en fonction des besoins d'information, mais aussi du temps disponible. Si on attend la fin du mois pour faire la totalité de certaines tâches, ça peut créer une surcharge en fin de mois, et à d'autres moments, les comptables se tourneront les pouces. Et tout ce détail, on le consigne par écrit pour garder en mémoire cette espèce de plan de bataille. Quatrième étape, la forme des écritures que l'on devra passer. Sur quels journaux et dans quel compte? Et on le consigne également par écrit. À noter que cet écrit est d'ailleurs obligatoire, c'est une obligation légale lorsque les écritures présentent une certaine complexité. Ne pas le faire, c'est une obligation fiscale. Ne pas le faire vous exposerait à des problèmes à l'occasion d'un contrôle fiscal. Cinquième étape, la liste complète des comptes, c'est-à-dire le plan comptable, les comptes, leur numérotation, leur contenu. Surtout pas un plan comptable standard. Ça, j'insiste, c'est absolu. Surtout pas un plan comptable standard. Il vous manquerait des comptes, et au contraire, un grand nombre de comptes seraient inutiles, avec deux conséquences. Des comptes inutiles dans les listes déroulantes. On a vu lorsqu'on veut sélectionner un compte dans le journal d'un logiciel comptable qu'on le fait grâce à une liste déroulante ou en tapant évidemment le bon numéro de compte qu'on connaît rarement. Plus la liste est longue, plus c'est difficile de trouver le bon compte. Et surtout, davantage d'erreurs de compte à cause de ce trop grand nombre de comptes ouverts. Donc c'est un point vraiment important, pas de plan comptable standard, et pourtant beaucoup de logiciels vantent le mérite de vous avoir préparé un plan comptable tout fait, tout cuit. C'est un piège terrible. Nous allons donc poursuivre en détaillant chacune de ces étapes, mais nous nous arrêterons dans ce module à la fin de la première étape, de la deuxième étape plutôt, et nous aborderons les trois dernières, dans une suite du module 7. Ceci seulement ne pas vous épuiser par un trop long module. Pour organiser la comptabilité d'une entreprise, il faut donc savoir de quelle entreprise on parle. Non seulement la nature de son activité, mais la façon dont cette activité sera ou est exercée. Il n'y a pas une façon unique d'exercer un métier. Un plombier peut ne faire que des dépannages ponctuels ou des installations de salle de bain, et ce peut être des chantiers dans le neuf ou dans la rénovation. Il peut exercer seul ou avoir une équipe, voire plusieurs équipes. Selon le cas, il n'aura pas les mêmes besoins comptables. Et il est évident que les procédures comptables sont plus complexes et exigeantes
pour une entreprise d'une certaine taille que pour une entreprise unipersonnelle. Mais les besoins seront eux aussi plus importants. On ne pilote pas un 30 tonnes ou un A380 comme une mobilette. Il faut savoir également ce qu'on attend de l'organisation comptable. Certains ne l'envisagent ou ne peuvent l'envisager, on l'a déjà dit, que pour satisfaire à l'obligation légale. Cela peut parfaitement se concevoir pour une très petite entreprise dont l'exploitant peut apprécier simplement les résultats par quelques additions et soustractions, pour des artisans qui travaillent tout seuls, par exemple, si les achats et ventes ne sont pas trop nombreux. Mais c'est une erreur dans bien d'autres cas. Auriez-vous l'idée de conduire de nuit sur une route de campagne avec un éclairage en panne? Les informations que peuvent produire la comptabilité éclairent la route du dirigeant d'entreprise. Elles peuvent éviter les anomalies, les sorties de route, ou permettre au moins de les détecter à temps pour éviter de trop lourdes conséquences. C'est très lourd de conséquences pour un chef d'entreprise de n'apprendre qu'au mois de mars de l'année suivante qu'il a perdu de l'argent pendant toute l'année précédente sans s'en rendre compte, et parfois de ne pas savoir à quelle période il a réalisé ses pertes, ni pourquoi. Il semble raisonnable d'avoir, mois par mois, une idée, même approximative, de ce qu'on a gagné dans le mois qui précède. Dans diriger une entreprise, le verbe diriger implique bien la notion d'orientation, de choix des chemins. En fonction de ce qu'ils voient sur leur écran de contrôle, les chefs d'entreprise et leur staff peuvent décider d'une action, voire modifier leur orientation ou même changer de chemin. Et au pire, arrêter leur activité avant d'avoir accumulé des pertes abyssales. Donc la comptabilité permet de surveiller sans attendre la fin de l'année les marges, le montant des marges réalisées par l'entreprise, le montant de ses charges fixes. Elle renseigne aussi sur les règlements des factures faites aux clients en les comparant aux factures émises dans des comptes clients. C'est donc un outil de détection des retards de paiement des clients qui permet de les relancer vite. Et mon expérience, pas seulement la mienne, m'a montré que les montants et le nombre des impayés varient presque toujours en proportion du délai de réclamation et bien sûr de la fermeté de la relance. Les clients en difficulté sont rarement en incapacité totale de payer. Ils sont en difficulté mais ils peuvent encore payer quelque chose. Ils payent les fournisseurs qui se montrent indispensables à la poursuite de leur activité et ceux qui réclament le paiement de leurs créances avec le plus de vigueur. Mais pour réclamer très vite, il faut avoir des comptes clients à jour, donc une comptabilité à jour. On peut éventuellement se passer pour suivre ses créances clients d'une comptabilité à jour et se servir par exemple d'une copie des factures émises en ne laissant dans un classeur que celles qui n'ont pas été payées. Mais dans certains cas, ça peut devenir vraiment ingérable. Ainsi, lorsqu'un client en difficulté ne vous paye plus que par acompte de sommes rondes, vous ne savez plus où vous en êtes. Et c'est une méthode empirique qui peut comporter, pour ainsi dire, des trous dans la raquette. Il faut donc lister les besoins de l'entreprise en information et c'est en fonction de ces besoins qu'on peut tracer le cadre de l'organisation à mettre en place. Comme on l'a déjà dit, l'organisation de la comptabilité, ce n'est presque jamais totalement du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Sauf bien entendu lorsqu'on fait tenir sa comptabilité par un organisme extérieur, on l'a déjà dit, dont la rentabilité et la compétitivité reposent sur la standardisation. Mais en sens inverse, il faut avoir conscience que plus on demandera à sa comptabilité, plus elle demandera du temps, et donc plus elle coûtera cher. C'est donc un équilibre à trouver entre le besoin d'information et le coût de l'information. Dans ma vie d'expert comptable, j'ai vu beaucoup d'entreprises mourir pour être sorties de la route, sans s'en apercevoir, ou en s'en apercevant évidemment trop tard, mais j'en ai également vu quelques-unes mourir des suites d'une lourdeur administrative et comptable.
Je pense à une entreprise qui était passée sans réelle augmentation d'activité d'une gestion à 2 comptables à une gestion à 6 comptables, un informaticien à plein temps et 2 contrôleurs de gestion qui d'ailleurs produisaient une telle quantité d'informations que plus personne ne pouvait la digérer. Donc il ne faut jamais quitter le juste milieu, qui est le produit du bon sens. Ne pas produire d'informations que personne ne pourra absorber. Mais bien prévoir tout ce dont on aura besoin, parce qu'un besoin d'information non prévu, c'est la plupart du temps une information qu'on ne pourra pas obtenir ou qui arrivera trop tard. Toujours dans les souvenirs, je me rappelle de ce dirigeant d'une chaîne de stations-service qui avait demandé à son service comptable quels étaient les montants de pneus vendus l'année précédente dans chaque marque. On avait le chiffre d'affaires global des pneus, mais on n'avait pas le chiffre d'affaires par marque de pneus. On a donc mis un salarié sur l'affaire, il a dépouillé toutes les factures de pneus, fait un joli tableau. Cela lui a pris presque un mois, et lorsqu'on a remis le tableau au dirigeant, celui-ci n'a pu s'empêcher de dire que les négociations avec les fabricants de pneus étaient terminées depuis un certain temps et qu'il n'avait plus besoin de l'information. Voilà du temps perdu. Souvent, quand on a un besoin d'information, c'est pour tout de suite ou tout au moins très rapidement. Bon. Comment aborder la connaissance de l'entreprise? Comment ne pas en oublier? Une bonne solution en listant les catégories de tiers avec lesquelles elle travaille et en analysant son activité avec chaque catégorie de tiers. Les principaux, c'est-à-dire ceux qui génèrent le plus d'opérations, ce sont, ici en vert, les fournisseurs et les clients. Et bien sûr, la contrepartie des créances et des dettes et des créances étant les paiements, donc la banque. Fournisseurs, clients et banques vont donc nous utiliser 80-90% de notre temps. Les autres génèrent moins d'opérations, les salariés et les organismes sociaux, ce sont une opération par mois. Pour la TVA, c'est pareil. Les autres impôts, une fois par an, quelquefois. Les prêteurs, une fois par mois pour les remboursements d'emprunts. Et les associés, de 1 à 10 d'opérations par an. Il ne faut pas oublier quelque chose qui n'apparaît pas sur mon schéma et qui n'a pas non plus d'incidence sur les opérations comptables récurrentes, mais qui a une grosse importance pour le patrimoine de l'entreprise. Ce sont les mouvements de stock. Parce qu'on n'achète pas, parce que ce qu'on achète n'est pas immédiatement revendu ou transformé et revendu. S'ils sont suivis informatiquement, les stocks, ce n'est jamais en comptabilité, mais dans un logiciel spécifique de gestion. Donc l'examen de l'activité va se concentrer sur ces 2 catégories de tiers, fournisseurs et clients, et sur les flux de stock s'il y en a, matières premières, produits en cours ou finis et marchandises. On a dit que le point de départ, ce sont les pièces comptables. On a déjà évoqué le sujet dans le module 5, mais nous ne les aborderons pas tout à fait sous le même angle, et c'est tellement important que cela mérite bien quelques redites. Les pièces comptables, c'est la matière première du comptable. C'est ce qu'il informe des opérations économiques qu'il doit comptabiliser, et c'est aussi un moyen de preuve de cette opération économique, vis-à-vis des tiers et vis-à-vis du fisc. Donc leur qualité informative, leur sincérité, bien entendu, et leur conservation sont vitales pour l'entreprise. Quand je parle de sincérité, je pense à des pièces comptables contrefaites. Remarquons qu'une partie est fournie par des tiers, et donc externes, ce sont les factures fournisseurs, ce sont les avis de la banque, etc. Et une autre partie est produite par l'entreprise, donc en interne, ce sont les factures clients, les bulletins de paye. Évidemment, pour les tiers, pour ceux qui nous contrôlent, la force probante
n'est pas la même dans les deux cas. L'information doit être claire et suffisamment complète pour être comprise par un tiers, en cas de contrôle fiscal principalement. Il faut être particulièrement vigilant sur ce sujet pour les factures reçues des fournisseurs. Ne surtout pas accepter, sous prétexte que le fournisseur est sérieux ou qu'il s'agit d'une grosse entreprise, ne surtout pas tout accepter et ne pas accepter évidemment des anomalies. Je me rappelle un contrôle fiscal, il s'agissait d'une entreprise de bâtiment et elle louait souvent du matériel. Les factures du loueur, qui était pourtant une très grosse entreprise nationale, comportaient le montant TTC et le montant hors taxe, mais pas le montant de la TVA, qu'il était pourtant facile évidemment de retrouver par soustraction. Or, la loi fiscale exige, pour récupérer la TVA, qu'elle figure sur la facture. Eh bien, mon client a été redressé de toutes les TVA sur ses factures. Dans ce cas précis, comme le fournisseur existait toujours, il a accepté de refaire toutes ses factures et le redressement a pu être annulé. Mais ce n'est pas toujours le cas. À noter, le fournisseur peut ne plus être là pour refaire ses factures. À noter qu'une facture mentionnant le montant TTC et la TVA, ce qui est encore assez fréquent d'ailleurs, peut également être rejetée, tout simplement parce que le montant hors taxe doit aussi figurer sur la facture. Moralité, lorsqu'on constate une anomalie sur la facture d'un fournisseur, il faut exiger qu'il la rectifie. Et votre moralité, ayez une connaissance la plus complète possible de ce qui est obligatoire de faire figurer sur une facture, sur les vôtres, mais également sur celle de vos fournisseurs. Toujours sur le sujet de la force probante d'une pièce comptable, notez qu'un virement bancaire laisse sur les relevés bancaires la trace de son destinataire. C'est la banque qui donne l'identité du destinataire, ce n'est pas vous, donc c'est un moyen de preuve plus fort. Un chèque, par contre, ne laisse aucune trace du destinataire, sauf si on a gardé une photocopie du chèque, ce qui n'est pas habituel, et qui est conseillé lorsqu'il s'agit d'une opération importante ou inhabituelle. Mais une photocopie, ça peut aussi être un montage, donc c'est moins probant qu'un virement, un chèque. Et un règlement en espèces, alors là, évidemment, il laisse encore moins de traces, c'est le mode de règlement le moins facile à prouver. En conclusion, un virement bancaire sera plus efficace si vous souhaitez renforcer la preuve de destination d'un règlement. Il a une meilleure force probante et vous avez toujours intérêt à présenter la plus forte force probante possible. Il y a des documents qui n'ont pas la qualité de pièces comptables, mais qui sont extrêmement importants. Ce sont les bons de commande et les bons de livraison. Mais surtout, les bons de livraison qui précèdent ou accompagnent les factures. Ils permettent de suivre les mouvements de biens, c'est-à-dire de stock, entre les fournisseurs, l'entreprise, les clients. Les prendre en compte est essentiel pour la sauvegarde du patrimoine de l'entreprise. Et dans le patrimoine, on pense au stock et à la trésorerie, évidemment. Ne pas payer des factures pour lesquelles il n'y aurait pas eu de livraison. Les bons de livraison montrent à quelle date un bien est entré dans le stock ou sorti du stock. Cette date est la date réelle de l'achat ou de la vente. Elle a une grande importance lorsqu'on approche de la fin d'un exercice ou d'une période comptable pour éviter que le mouvement de stock ne soit comptabilisé sur un exercice et l'achat ou la vente sur l'autre exercice, ce qui évidemment fausserait le résultat. On en reparlera de ça. Les bons de livraison suivent les biens livrés et justifient les factures. Parfois, lorsqu'elles accompagnent les biens livrés, les factures peuvent jouer le rôle de bons de livraison. De nombreux logiciels de suivi de commandes, de stock et de facturation existent sur le marché. Lorsque les volumes le justifient, c'est évidemment la solution idéale, mais c'est évidemment un petit peu lourd. Les commandes sont souvent un mail, voire même un coup de téléphone.
mais il faut en conserver une trace écrite. C'est essentiel pour s'assurer que la livraison a suivi, pour ne pas tomber en rupture de stock, et pour ne pas passer 2 fois la même commande, ou alors pour relancer au contraire le fournisseur si la livraison n'est pas arrivée. Et cette trace écrite est également indispensable pour vérifier que la livraison est bien conforme à ce qu'on a commandé. Donc il faut inscrire quelque part les commandes, passer par téléphone et imprimer les mails de commande, par exemple. Pour savoir si la facture d'un fournisseur est valide et peut être payée, il faut que les biens et ou services correspondants aient été livrés. La palissade, donc accord sur la quantité et la qualité, et qu'il y ait aussi accord sur le prix. Le prix figure sur la commande, mais pas sur le bon de livraison, ou sur le devis, ou alors sur le tarif du fournisseur. La quantité et la qualité, elles, sont contrôlées à l'entrée de l'entreprise. Le bon de livraison accompagne la livraison, ce qui permet de contrôler la réalité de la livraison entre ce document et la présence physique du bien livré. Le bon de livraison donc est pointé avec les biens livrés et il est annoté s'il y a des manquants notamment. L'étape suivante, c'est le rapprochement de la facture avec le bon de livraison. Ça, c'est essentiel. S'il n'y a qu'une seule livraison, il y a un seul bon de livraison et il faut bien sûr qu'il n'y ait qu'une seule facture. Les doubles règlements qui découlent souvent d'une double facturation ou d'un double enregistrement de facture sont extrêmement fréquents dans les échanges entre entreprises. Grandes entreprises, PME, personne n'y échappe. Et aujourd'hui, celui qui reçoit un règlement en double oublie très souvent de le signaler à son client. C'est donc un point sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Il faut que l'organisation mise en place empêche ces doublons au niveau des enregistrements de factures. C'est évidemment un petit peu plus compliqué lorsqu'il s'agit de prestations de services. Dans la phase d'organisation, si on n'a pas prévu l'utilisation d'un logiciel, il faut donc prévoir le circuit de ces documents et ce qu'on va en faire. Si le suivi se fait par document papier, le plus simple, c'est de réunir les bons de commande livrés et les bons de livraison correspondants. Classement des commandes non livrées, classement des bons de livraison non encore facturés, agrafés éventuellement aux bons de livraison. C'est-à-dire qu'on sort du classement des commandes non livrées, celles qui ont été livrées, et on les joint aux bons de livraison. C'est une option de les joindre au bon de livraison. Le bon de livraison, lui, est essentiel. Je l'ai mis en gras par rapport au bon de commande. Il est essentiel parce que c'est le contrôle physique de la marchandise. À la limite, si on est livré 2 fois d'une marchandise, le tout c'est de l'avoir. On va la payer 2 fois, mais elle est en stock 2 fois. C'est pas bien, parce qu'on l'a commandé qu'une seule fois. Mais c'est moins grave que si la livraison n'a pas eu lieu et qu'on la paye. Lorsqu'on est en fin d'exercice, les dates de réception sont très importantes. Cette question de date est extrêmement importante. Si un bien est reçu avant la fin de l'exercice, la charge correspondante doit être comptabilisée dans l'exercice et ce bien sera en stock ou déjà revendu à un client. Et c'est la même chose à la fin de chaque mois si on envisage de chercher à déterminer son résultat à la fin de chaque mois par un compte de résultat. Combien de temps les pièces comptables devront être conservées pour les besoins d'un contrôle d'une administration notamment? Si la prescription fiscale est de 3 ans, la prescription commerciale étant également de 3 ans, essentiellement, la facture d'un matériel amortissable
l'immobilisation, par exemple amortissable sur 5 ans, va devoir être conservé 5 ans plus 3 ans, c'est-à-dire 8 ans. Pourquoi? Parce que pour chacune des années de comptabilisation d'un amortissement, d'une dotation aux amortissements, le fisc pourra demander communication de la facture. Donc il ne faudra pas mélanger ces factures d'immobilisation avec celles qui concernent des achats qui sont consommés dans l'année. C'est le même principe, et pas seulement pour des raisons fiscales, pour tous les documents qui expliquent des actifs ou des dettes qui vont se maintenir plusieurs années au bilan. Un contrat de bail, le contrat d'assurance, l'échéancier d'emprunt. Il faut donc deux types de classement, un classement dit permanent et un classement annuel. Les pièces comptables peuvent être sous forme papier ou sous forme fichier informatique. Bien sûr, la tendance étant au zéro papier, la forme fichier peut être préférée. C'est évidemment celle qu'on préfère aujourd'hui, mais si elle comporte un avantage qui est leur plus simple accessibilité, on peut travailler à la maison aussi, leur rangement plus aisé et leur moindre encombrement dans les placards et dans les archives, elle comporte aussi un risque, le risque de conservation, donc de perte. Il faut donc être extrêmement rigoureux en matière de sauvegarde informatique. Ne pas avoir peur de porter une ceinture et des bretelles dans ce domaine. Faire des sauvegardes fréquentes. La fréquence dépendant des volumes traités entre deux sauvegardes. Si vous avez passé que 2 écritures dans la semaine, effectivement, ce n'est pas dramatique de ne pas avoir fait de sauvegarde. Si vous en avez passé 200, c'est autre chose. Conserver plusieurs sauvegardes étalées dans le temps, afin de permettre, au cas où la dernière sauvegarde serait elle-même vérolée, ça c'est le gros risque, de remonter sur une sauvegarde précédente propre. Les conserver au moins dans 2 endroits différents, pour éviter les conséquences d'un vol ou d'un incendie. Alors, je pense à ma petite belle-fille qui conservait sa sauvegarde personnelle à côté de son ordinateur. Les cambrioleurs sont partis avec les deux et elle a perdu toutes ses photos. Bon, ça c'est privé, c'est personnel, mais j'ai vu aussi des entreprises gravement atteintes parce qu'elles avaient perdu toute leur comptabilité, alors comptabilité papier. Il est évident que si les fichiers sont comptabilisés ailleurs, la comptabilité est sauvée. S'assurer aussi de la qualité des supports, c'est des conseils évidemment d'informaticiens, je ne le suis pas. Privilégier la pluralité des supports parce qu'un disque dur ça se détériore. Ne pas faire aveuglément confiance au cloud, dont l'accès peut devenir aléatoire. Mais par contre, le cloud est une solution sympathique parce qu'elle est en temps réel. Donc c'est une solution complémentaire qui présente un avantage certain. Mais la forme fichier ne représente pas le danger absolu. J'ai connu effectivement plusieurs services comptables victimes d'incendies. Dans le temps, un incendie dans le local comptable de l'entreprise, c'était notamment un gros risque fiscal et un gros risque de perte de créances clients. Et plus récemment, j'ai connu aussi une entreprise qui a été victime d'incendie. Les fichiers étaient conservés chez le dirigeant et par conséquent, les fichiers n'ont pas été détruits et l'entreprise a pu redémarrer dès le lendemain et notamment réclamer à ses clients le paiement des factures. Vous pouvez être tenté d'utiliser ce qu'on appelle un logiciel de GED, gestion électronique des données, pour conserver toutes vos pièces comptables dans un seul fichier avec des accès multicritères. Le problème, c'est la pérennité du logiciel et du créateur de ce logiciel. Vous dépendez entièrement de cette entreprise, à moins d'une possibilité de tout extraire automatiquement en fichier individuel, par exemple sous format plus internationaux, tels que PDF sous Windows. Et bien sûr, d'utiliser cette possibilité à chaque sauvegarde, parce que si évidemment vous pouvez sortir
vos fichiers en PDF et que vous le faites qu'une fois par mois, ben, vous n'aurez qu'une sauvegarde qu'une fois par mois. J'en ai fait l'amère expérience personnellement, heureusement sans autre conséquence qu'une sérieuse perte financière, le prix élevé d'un logiciel et 6 mois du salaire d'un collaborateur. On a compris qu'au bout de 6 mois que c'était vraiment une erreur. Un quasi-impératif, le quasi-impératif est d'adopter une numérotation interne des pièces comptables pour assurer ce qu'on appelle la trace comptable. La trace comptable, c'est l'obligation de pouvoir retrouver une pièce comptable à partir d'une écriture et en sens inverse, de pouvoir retrouver l'écriture à partir d'une pièce comptable. Les numéros de facture mentionnés par les fournisseurs sur leurs factures, ont forcément divers formats. Elles ne peuvent servir que dans les échanges entre l'entreprise et ses fournisseurs. On est donc contraint d'adopter une autre numérotation propre à l'entreprise et évidemment unique pour toute l'entreprise. Pour les factures de vente, c'est une obligation légale de les numéroter chronologiquement, c'est-à-dire sans interruption, donc sans repartir à zéro à chaque début d'exercice, comme certains le font, et encore moins chaque début de mois. Si on fait ça, c'est la négation de l'obligation. L'obligation, c'est précisément pour qu'il n'y ait pas de trou. Et surtout pas en fin d'année ou en fin de mois où on peut rajouter ou supprimer des factures par, je dis pas par mégarde, mais volontairement. Cela n'interdit pas, si on le souhaite, de faire précéder ce numéro, comme je le montre ici, de chiffres représentant l'année et le mois. Par exemple, ici 24 01 347 pour une facture de janvier 2024. 347, et n'étant pas la 347e facture de l'exercice, c'est la 347e facture normalement de l'entreprise. Théoriquement, on ne devrait jamais revenir à zéro. Bon, peut-être qu'on peut se le permettre à un moment donné, mais c'est un risque. Évidemment, on ne peut pas... certains logiciels comportent un nombre limité de chiffres, il faut bien redémarrer à zéro, mais dans ce cas-là, on peut montrer qu'il s'agit d'une obligation pratique du logiciel. Bien entendu, cette obligation fiscale de numérotation chronologique a pour motivation la lutte contre les fraudes. Cela empêche le commerçant de s'abstenir de comptabiliser une facture lorsque, par exemple, il a reçu des espèces en règlement. Je ne vous fais pas de dessin. S'il le fait, on verra un trou dans la numérotation des factures dans sa comptabilité. Bien sûr, ça n'empêche pas toutes les fraudes, ça les rend juste un peu plus difficiles. De préférence, prévoir un nombre de chiffres constant, c'est-à-dire que si vous ne dépassez pas 1000 factures ou 999 factures par an, vous pouvez vous limiter à 3 chiffres. En partant de 0,01, et j'ai dit qu'effectivement on ne redémarrait pas à 1 au début de l'exercice, donc il faut effectivement un nombre plus important. Pour les factures d'achat, évidemment, bon, le numéro 1 sera précédé de 0, hein, c'est évident. Pour les factures d'achat, achat de prestations de services inclus, c'est au sens large, c'est tout ce qu'on achète à des fournisseurs. On l'a déjà dit dans un module précédent, on peut suivre une numérotation chronologique interne à l'entreprise. C'est un numéro que l'on inscrira sur la facture ou que l'on insérera dans le nom du fichier contenant la facture et qu'on reportera dans l'écriture comptable. On voit que de cette façon-là, on assure bien la trace comptable. On peut aussi choisir le numéro de mouvement donné par un logiciel, mais il faut que ce soit un numéro unique et non modifiable. Alors, ce n'est pas le cas dans tous les logiciels. Tous les logiciels ne montrent pas, n'affichent pas leur numéro de mouvement. Sur les 2 logiciels que nous avons examinés, ça fonctionne pour Ciel, mais pas pour EBP.
Si vous estimez qu'il y a un risque de confusion entre numéro de pièce, de vente et d'achat notamment, vous pouvez bien sûr faire précéder le numéro de pièce d'une lettre, tel qu'achat, A pour achat et V pour vente. L'avantage de la numérotation chronologique, c'est précisément la chronologie. Il n'y a pas de trou dans la numérotation. On peut donc détecter l'absence d'une facture dans les écritures ou dans le classement des pièces. Ainsi, les pièces sont classées dans des fichiers. Il suffit de regarder que tous les fichiers présentent une chronologie totale, si on part bien, si leur nom comporte bien en premier leur numéro. Un numéro, le nom du fichier, peut-être le numéro, le nom du fournisseur, le libellé éventuel, enfin, il ne faut pas non plus que ça fasse trop long, et éventuellement le montant. Puisqu'on parle de classement, selon quels critères classer les pièces? Il n'y a pas d'obligation absolue, sauf en pratique pour les factures clients. Si on nous oblige à les numéroter chronologiquement, c'est pour les retrouver dans le même ordre dans un répertoire informatique ou dans un classeur. Bien sûr, vous pouvez avoir un deuxième classement, alphabétique par exemple, mais ça demande du temps. Il faut vraiment que ce soit indispensable. Vous savez qu'avec Windows, on peut, dans un répertoire, toujours trouver une chaîne de caractères dans le nom des fichiers, et par conséquent, si vous avez pris la précaution d'inscrire dans le nom de la pièce le nom du fournisseur, ne serait-ce qu'en abrégé, vous pouvez taper cet abrégé dans la recherche et vous aurez l'affichage de toutes les factures concernant le fournisseur en question. La chronologie reste le critère le plus fiable pour retrouver les pièces ou pour vérifier leur exhaustivité. Surtout pour vérifier leur exhaustivité. Ce qui n'est pas le cas d'un classement alphabétique, sans compter que peu de gens savent comment classer alphabétiquement des noms propres. Il y a des règles, mais que la plupart ignorent. Et dans un classement alphabétique, si on vous retire dans un classeur une facture, vous n'avez aucun moyen de voir qu'une facture est manquante. Alors que dans un classement numérique, effectivement, il y a un trou. Un classement par compte de charge n'est praticable que pour une toute petite entreprise, mais je déconseille vraiment ce type de classement parce que sur une même facture, vous pouvez trouver plusieurs natures de charges et donc ne pas savoir dans quelle nature de charge il faut classer la pièce, ça risque d'être aléatoire. Donc je l'ai déjà dit, lorsqu'on conserve les pièces sous forme de fichiers, pour qu'elles soient classées par numéro, évidemment le numéro doit venir en tête du nom de fichier, et pour qu'on puisse faire une recherche par fournisseur, très facile sur Windows comme indiqué précédemment, le nom abrégé du fournisseur peut devenir en second, et on peut même y insérer à la fin le montant de la facture. Moi je suis assez fan parce que effectivement on retient souvent une facture par son numéro, par son montant, et indiquer son montant c'est plus facile. Où ranger les pièces comptables? Avant de commencer un nouvel exercice comptable, il faut préparer le futur classement des pièces comptables. Des classeurs, si les pièces comptables sont encore sous forme papier, ou des répertoires informatiques si elles sont sous la forme de fichiers. Et évidemment, de la même façon d'une année sur l'autre, pour que ce soit plus simple. Alors voici un exemple. On a dit qu'on devait forcément avoir un classement permanent pour tout ce qui peut servir sur plusieurs années de suite, comme les factures d'immobilisation, les contrats de bail, les contrats d'assurance, les contrats d'emprunt, de crédit bail, d'entretien, etc., etc. Tout ce qui peut avoir un effet d'une année sur l'autre. Puis le classement annuel, les factures clients, donc le chronologique obligatoire, les factures fournisseurs, avec le classement des bons de commande en attente, ce qui n'est pas une obligation, mais on a vu en pratique c'est important,
Ça peut très bien effectivement n'être pas des pièces, mais simplement un cahier sur lequel on reporte la commande, surtout lorsqu'on passe des commandes par téléphone. Encore que maintenant, on passe beaucoup de commandes par mail. Le classement des bons de livraison, ça par contre c'est extrêmement important, les bons de livraison qui n'ont pas encore été rapprochés de factures, et le classement des dépenses de caisse pour la logique. Donc bien sûr les factures fournisseurs, elles sont là. Le classement des pièces de banque, sachant qu'on aura des états de rapprochement bancaire qu'il faudra quand même conserver, ou que le logiciel conservera. Les relevés bancaires, ça je vous conseille de les repiquer sous forme de fichiers, de les avoir sous répertoire. Enfin bon, si on n'est pas papier, effectivement, il vaut mieux être tout papier que moitié papier, moitié informatique. Les bordereaux de remise de chèques, encore qu'il y en a peut-être plus beaucoup, mais ça existe encore, les chèques en France. Les bordereaux de remise de traite, si ça existe encore. Les avis de débit, alors ce qui existe en matière de traite, c'est les lettres de change relevées automatiques, qui sont des quasi prélèvements automatiques. Vous vous êtes mis d'accord avec le fournisseur pour que une facture, à partir du moment où elle n'est pas contestée, soit payée automatiquement. C'est un peu comme on le fait avec des fournisseurs d'électricité ou d'Internet. Les avis de débit ou de crédit envoyés par la banque, alors on en voit de moins en moins, heureusement, on a tous les éléments pratiquement sur les relevés bancaires. Les avis de domicile, par contre, elle envoie, les frais bancaires, effectivement, font l'objet d'avis de débit. Les avis de domiciliation des traites, lorsque la banque vous avise que vous allez être débité de traite à telle échéance. Et si vous payez encore certaines choses par chèque, le plus rarement possible, je vous le conseille, sous forme de conservation des chéquiers, sous forme de souches collées sur un carton rigide. Évidemment, c'est ce qu'on faisait autrefois, c'est ce qu'on fait encore quand il faut payer les choses par chèque, mais encore une fois, le plus rarement possible. Et les pièces sont classées dans l'ordre des dates, ou la numérotation quand il y a une numérotation évidemment pour les factures. Un classement impôt avec les intercalaires TVA, CFE, le cas échéant les bordereaux avis d'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la formation continue. Bon, vous comprenez qu'effectivement, on ne va peut-être pas faire un intercalaire pour chaque, mais par contre, on fera certainement un intercalaire pour la TVA parce qu'il va y avoir 12 déclarations, et puis il y aura peut-être aussi jointes aux déclarations les calculs de ces déclarations. Donc, effectivement, la TVA fait du volume. Classement des charges sociales avec un intercalaire par organisme, parce que là, on est certain qu'il y aura au moins 4 déclarations par an, si ce n'est 12, plus la 13e qui est l'annuelle. Un classement divers, l'inventaire physique de fin d'exercice, évidemment qu'il faut conserver à titre de preuve. Les factures d'achat d'immobilisation cédées ou mise au rebut, oui, parce qu'on a dit qu'on gardait en permanence les factures d'immobilisation, mais lorsqu'une immobilisation est mise au rebut, on ne va pas la conserver éternellement, donc on la vire dans le classement annuel au moment où l'immobilisation est cédée ou mise au rebut. Et bien entendu, si elle est cédée, il doit y avoir une facture de vente d'immobilisation, donc c'est là, dans ce classement divers, qu'elle va être conservée. Et les produits de placement, etc. Bon, c'est ce que j'ai imaginé. Voilà, pour ce module, nous allons poursuivre ensuite dans une seconde partie, mais vous avez droit de vous poser une seconde partie, ce module 7.2.